suis ravie d'intervenir devant vous aujourd'hui. On m'a demandé de parler de régulation et de tendance dans le Web3. Donc je vais commencer par vous dire quelle est ma conviction. Ma conviction en tant que praticienne, avocat praticienne depuis 3 ans et ancienne directrice juridique de l'AMF, où j'ai participé à la rédaction de la loi Pacte et, comme vous le savez, qui a directement inspiré le règlement MiCA et le Genius Act d'ailleurs, donc on est assez fiers. Ma conviction, c'est que la blockchain est en train de révolutionner la finance dans toutes ses composantes. Et je pèse mes mots, je le crois vraiment. Si on regarde les composantes de la finance, regardez les paiements avec le stablecoin, dont les montants ont dépassé les paiements Visa et Mastercard, la gestion d'actifs avec le développement des ETF aux États-Unis et l'impact dans la gestion d'actifs qu'il va y avoir, à mon avis, dans les années qui viennent, va être considérable. La bourse, l'investissement, et j'y reviendrai dans ma présentation, tout ça va être profondément transformé, au point qu'à mon avis, la finance traditionnelle là, ne doit pas manquer le virage stratégique qui s'offre à elle, sinon elle va le regretter. Vraiment, parce qu'il n'y a pas le choix. Je leur dis parfois, vous n'avez pas refusé l'informatisation. Ben, c'est un petit peu comparable. À mon avis, on ne peut pas refuser le développement de la blockchain. Je ne parle pas de crypto-monnaie, je parle de blockchain, vous l'avez compris, donc de sa technologie. Et donc je vais commencer par vous parler un peu de réglementation et vous dire qu'on a changé de monde récemment et au final, j'espère vous en convaincre, on a tous les outils aujourd'hui juridiques pour accompagner cette transformation profonde de la finance. Si je regarde d'abord l'impact de MiCA, vous le savez, le règlement MiCA, Marketing Cryptoactifs, le règlement MiCA est entré en vigueur en juillet 2024 pour le volet stablecoin et puis en janvier 2025 pour le volet CASP, donc les prestataires de services sur cryptoactifs. Ça veut dire que depuis au moins le début de l'année, si ce n'est un an et demi, on est entré dans un monde régulé. Alors ça change tout pour ceux qui se souviennent des prémices au moment où il y avait des ICO en 2017 et où il y avait ce développement-là un peu sauvage, je dois dire, de la blockchain dans la finance. Maintenant, les choses ont profondément changé aux yeux de tout le monde. On est donc dans ce monde régulé. La France a été pionnière, je vous le disais, avec la loi Pacte, qui a été la première loi complète sur le sujet, puisqu'on avait créé le régime des PSAN, qui a directement, je vous le disais, inspiré le régime des CASP. Et on a maintenant la plus grande zone au monde régulée avec le règlement MiCA, puisque ailleurs dans le monde, on a un peu de réglementation en Afrique, un petit peu en Asie, un peu aux Émirats arabes unis, mais grosso modo, c'est l'Europe qui a donné le ton en matière de réglementation. Et c'est important, je crois que je vous le dise. Quand on était à l'AMF et qu'on a imaginé cette réglementation, à l'époque, tout le monde était hostile à la blockchain. Tout le monde disait tout ça, c'est du blanchiment, c'est de la fraude, etc. Et effectivement, il y avait beaucoup de fraude. Et on s'est dit, finalement, il faut qu'on encadre ce monde-là pour protéger nos investisseurs, mais en même temps, pour garder nos talents en France. Développer l'innovation, parce que déjà à l'époque, certains disaient, et je crois que c'est vrai, que la blockchain est une révolution aussi importante que celle d'Internet. Donc on s'est dit, et on en a convaincu le gouvernement, le président de la République en personne s'est investi, et on s'est dit, il faut faire ça, il faut encadrer pour permettre aux gens sérieux, et c'est ceux évidemment qui venaient nous voir à l'AMF, les voyous ne venaient pas nous voir, mais on s'est dit, pour les gens sérieux, il faut un cadre clair pour qu'ils puissent se développer. D'ailleurs à l'époque, et c'est toujours vrai il y a encore peu, enfin c'est toujours vrai, certains revenaient des États-Unis en nous disant, il n'y a pas de réglementation aux États-Unis, on risque des sanctions, vous vous souvenez de la posture de la SEC et effectivement, le faute d'un cadre clair, il y avait des sanctions puisqu'on appliquait le droit financier à un monde où c'est très difficile de faire respecter le droit financier qui n'est pas adapté à la blockchain. Donc la loi Pacte et MiCA, qu'est-ce que c'est ? C'est une adaptation de la réglementation financière à la blockchain. Donc on ne parle là que de cryptoactifs et pas d'instruments financiers. Donc comme je vous le disais,
Ce monde est vraiment en train de changer en profondeur avec la réglementation européenne. L'agrément PSCA, prestataire de services cryptoactifs, est obligatoire. L'agrément français est optionnel, vous vous souvenez peut-être. L'agrément MiCA est obligatoire pour tous ceux qui étaient déjà PSAN avant le 1er juillet prochain. Ils doivent être agréés. Et tous ceux qui rentrent dans la profession doivent être agréés avant de commencer leur activité. C'est un agrément qui donne un passeport européen. Donc, au moment de l'agrément, vous demandez à l'AMF quels sont les pays auprès desquels vous voulez proposer vos services, et vous pouvez proposer vos services dans toute l'Europe. Donc, le passeport, c'est quand même très important. Les Suisses et les Anglais nous l'envient. Et puis, j'ajouterais que c'est un agrément exigeant. Vous le savez, il y a environ 130 PSAN enregistrés. Tous les PSAN enregistrés ne pourront pas, à mon avis, franchir la marche. Et d'ailleurs, il est maintenant temps de s'y mettre, puisque la période transitoire va bientôt s'arrêter, parce que la marche est très haute. L'agrément PSAN, l'enregistrement PSAN était assez léger. C'était surtout du contrôle de la lutte contre le blanchiment. L'agrément MiCA, c'est vraiment, moi je le compare à un agrément bancaire. C'est lourd. Les principales garanties qui sont demandées, vous le savez, sont très importantes. On s'est dit, quand on a imaginé ça, de quoi il faut protéger les gens ? Du vol, essentiellement, d'un système informatique non résilient. Donc on a notamment des garanties en matière de ségrégation des actifs. Vous savez qu'il faut ségréguer les actifs des clients de ceux des vôtres. Et ça, on n'aurait pas eu FTX, si FTX avait respecté cette règle de ségrégation. On a un contrôle du dispositif de lutte contre le blanchiment avec des outils qui existent aujourd'hui, qui sont extrêmement efficaces pour suivre et trouver l'origine des fonds. Ça d'ailleurs fait un peu envie à la finance traditionnelle, qui estime parfois que, à juste titre, les outils sont peut-être meilleurs dans la crypto que dans le monde traditionnel. On a un système, on doit avoir un système de cybersécurité résilient. Ça veut dire qu'avant le dépôt même du dossier, il faut avoir fait faire un audit de cybersécurité par un prestataire certifié PASI. Donc les exigences sont élevées, et l'AMF a recruté des gens très pointus pour le faire, pour vérifier ça. Et puis, il y a toutes les autres garanties en termes de probité, d'organisation interne, de contrôle interne, et toutes les politiques possibles en fonction des services que vous allez rendre, sachant que c'est un peu à la carte. Vous pouvez demander un agrément MiCA uniquement pour l'achat-vente, mais aussi uniquement pour faire de la gestion d'actifs, par exemple, ou du conseil, ou tous les services possibles. Donc ça, c'est vraiment l'entrée dans ce nouveau monde. Pour moi, elle est marquée par cette entrée en application de la réglementation. Il y a eu aussi le changement de posture aux États-Unis. Vous le savez tous. L'administration Trump est très favorable aux cryptos. Ils ont un livre blanc de la Maison-Blanche qui indique qu'ils veulent être les premiers pays au monde en matière de cryptoactifs. Et puis, ils ont enfin commencé à réguler cet univers avec le Genius Act cet été, mais uniquement pour l'instant sur le volet stablecoin, qui a été copié sur MiCA, comme je vous le disais. Puis troisième peut-être changement qui découle des deux autres, je pense, c'est qu'il y a vraiment un changement maintenant de vision de ce monde par la finance traditionnelle. Je le vois tout le temps aujourd'hui, alors que les autorités bancaires, les banques, notamment les grandes banques, étaient quand même très, très hostiles à tout ça. Ça change beaucoup. J'ai maintenant de nombreuses banques qui me disent on veut une offre de crypto, pas toujours par amour de la crypto, mais souvent parce que leurs clients leur demandent. Et elles ont changé de vision. Et comme vous le savez, il est possible pour les banques, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas je le dis aux banques, elles ont une procédure simplifiée, elles, pour obtenir l'agrément MiCA. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà régulées. Donc on appelle ça l'article 60 du règlement MiCA, ce qui leur permet de déposer un dossier et d'avoir l'agrément sans avoir pour simplifier, sans avoir à produire toute la partie prudentielle, puisqu'elles sont déjà régulées. Et on l'a fait pour la première fois au cabinet avec la banque de Lubac. Vous avez vu qu'elle a obtenu un agrément article 60 pour toute la gamme des services, et on l'a eu en moins de 6 mois. Donc c'est intéressant pour les banques de savoir ça. Alors, sur les tendances, peut-être quelques observations. Je dirais qu'on est rentré dans un monde régulé, je vous le disais, mais qui évolue très vite. Donc les premiers régulés, à mon sens, ont un avantage concurrentiel important.
On a un autre client, Circle, que vous connaissez tous, le géant mondial des stablecoins, qui a choisi ça. Quand j'ai créé cette pratique au cabinet, ils sont venus me voir tout de suite, il y a 2 ans et demi, en me disant on veut avoir tous les agréments. Et on a eu pour eux le PSAN rapidement, on a eu, tenez-vous bien, l'agrément d'émetteur de monnaie électronique pour l'émission en France, pour l'Europe, de l'EuroC, et l'émission en parallèle de l'USDC pour l'Europe, sachant qu'ils émettent l'USDC aussi aux États-Unis, bien entendu, et que les deux devaient être fongibles. On a eu cet agrément-là en France pour l'Europe, le jour même de l'entrée en vigueur du règlement MiCA pour les stablecoins, donc le 1er juillet 2024. Donc vous voyez que les autorités ont été ont joué le jeu, et tout ça pour vous dire que cet acteur-là, qui est entré en bourse récemment, qui a moins de 10 ans d'existence, vraiment profite aujourd'hui tous les jours du fait d'avoir choisi la régulation parmi les premiers, comme par exemple si on compare à Tether, à qui je crois ils prennent des parts de marché régulièrement. Donc les premiers régulés ont un avantage, et pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il n'y aura pas forcément de place pour tous les acteurs. Il y aura, à mon avis, de la concentration. Hein. On voit déjà des sessions, des rapprochements dans les acteurs. Mais aussi parce que je sais, j'ai perdu le fil. Je voulais je ne sais plus ce que j'allais vous dire là-dessus. Enfin, je passe à l'idée d'après. Oui, j'allais vous donner un chiffre. Sur les 130 PSAN enregistrés, l'AMF estimait qu'il y en aurait peut-être un tiers, un petit quart qui réussirait à avoir l'agrément MiCA. Donc il y aura forcément de la déperdition, et je vois moi-même des sessions ou des gens qui abandonnent. Donc de la concentration. Il y a aussi une tendance que je constate, c'est une tendance des acteurs à demander plusieurs agréments en même temps, et un rapprochement entre le monde de la crypto et le monde de la finance qui ne vous a pas échappé. On a maintenant la moitié de nos clients nous disent on veut être PSCA et aussi émetteur de monnaie électronique. Ou alors on veut être PSCA et aussi PSFP, donc faire du crowdfunding. Alors là, il y a vraiment aussi les deux mondes, hein, le monde de la finance, enfin des titres financiers, et le monde de la crypto. Des EME qui veulent aussi être établissement de paiement. Et puis le régime pilote, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Le régime pilote, c'est aussi être à la fois entreprise d'investissement et avoir une autorisation régime pilote. Donc cette tendance est intéressante. On voit aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis, des acteurs qui demandent des agréments bancaires. Donc on voit là assez rapidement le rapprochement de ces deux mondes. À mon sens, les grands acteurs de la crypto, appelons-les comme ça, vont demander de plus en plus les agréments bancaires, et ils risquent de prendre aux banques les activités rentables si les banques ne réagissent pas assez vite. Je voulais vous dire un mot à propos des tendances sur le régime pilote. Le régime pilote, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On va d'ailleurs organiser une réunion avec le Trésor pour les acteurs, pour leur rappeler quelle formidable opportunité c'est ce texte. Alors c'est quoi ce texte ? C'est un règlement européen qui a été proposé par la France pendant la présidence française de l'Union, et qui a été adopté donc en 2022 et qui est entré en vigueur en mars 2023. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui permet aux acteurs d'émettre sur la blockchain des titres financiers. Là, je ne suis plus dans MiCA, on est dans les titres financiers, et de les faire circuler sur la blockchain, et surtout de les échanger sur la blockchain, et de créer ce qu'on appelle un multilateral trade facility, c'est-à-dire une bourse en fait, avec les ordres d'achat et de vente qui vont matcher directement sur la plateforme. Donc on a un marché primaire, l'émission, plus un marché secondaire. Et en plus, le texte a prévu qu'on pouvait, sur la même plateforme, faire le règlement livraison des titres. Aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, ce n'est pas possible. Vous avez des acteurs, des intermédiaires pour le faire. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire, ça. Ça veut dire que sur une même plateforme, une même blockchain, vous allez pouvoir émettre, organiser l'échange, un vrai marché secondaire. Et c'est ce que voulaient les banques à l'époque, quand on en parlait. Elles ont déjà, pour certaines, émis des titres tokenisés, comme vous le savez. Mais si vous n'avez pas de marché secondaire, ce n'est pas très intéressant. Le régime pilote,
pilote le permet. Et si on pousse ça, et certains l'ont déjà compris, notamment aux États-Unis, et ça m'inquiète un peu pour l'Europe, on peut imaginer des plateformes universelles, j'appelle ça comme ça, où on a à la fois, grâce au régime pilote, la possibilité de créer ce marché, cette bourse, finalement, qui permet des investissements, et puis aussi comment dirais-je, une proposition de crypto-actifs sur la même plateforme. Pourquoi pas voir des métaux précieux, voir de l'immobilier, etc., à travers la tokenisation des titres que l'on va échanger sur la plateforme régime pilote. Donc vous voyez que ça ouvre des perspectives extraordinaires. Sur la bourse, on nous dit déjà, vous l'avez vu, le New York Stock Exchange a négocié un contrat pour faire fonctionner la bourse sur la blockchain. Donc la bourse aussi est en train de se révolutionner grâce à la blockchain. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. On a vraiment, vous le voyez, un monde qui change, des perspectives, et j'insiste sur le fait qu'on a tous les outils juridiques, avec parfois des procédures simplifiées, la possibilité d'optimiser aussi l'obtention des différents agréments en fonction de ce que veulent faire les acteurs, et il faut s'en saisir, parce que sinon, c'est dommage. D'autres vont le faire. Vous avez vu que le régime pilote, il y en a un seul en France, et alors que c'est une idée française, il y en a 6 en Europe aujourd'hui. Je trouve ça dommage. Il faut vraiment se saisir de ces opportunités, encore une fois, pour ne pas manquer le tournant stratégique.